Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur l'organisation générale de la Grande Armée, comprenant l'ensemble des forces terrestres au service du Premier Empire, qui prirent part aux guerres napoléoniennes entre 1805 et 1815, constituée de troupes françaises et des armées des États vassaux de l'Empire, Royaume de Naples, d'Italie, de Hollande, de Westphalie, d'Espagne, du Grand-Duché de Berne ou encore du Grand-Duché de Varsovie. Les contingents de la Confédération du Rhin, les troupes étrangères, entre autres polonaises, lituaniennes, suisses, danoises et irlandaises, font tous partie de la Grande Armée. Vous voulez en savoir plus sur la composition de la Grande Armée de Napoléon? Venez avec moi. Le terme de Grande Armée est donné par l'empereur Napoléon Ier à l'armée qu'il a réunie en 1805 au camp de Boulogne pour envahir le Royaume-Uni. C'est cette armée qui est redirigée vers l'Autriche dès la fin de l'année et qui remporte les fulgurantes victoires d'Ulm et d'Austerlitz. Dès lors, le terme de Grande Armée est associé à l'armée impériale jusqu'en 1815. Cette armée est considérée comme la meilleure du monde, qui entre dans Madrid, Berlin, Rome, Vienne, Moscou. L'infanterie, reine des batailles, forme l'épine dorsale de cette machine de guerre. Près de 2,5 millions de jeunes servirent dans l'armée napoléonienne, qui livra des batailles dans toute l'Europe au début du 19e siècle. Certains d'entre eux s'enrôlèrent volontairement, poussés par le patriotisme ou par leur admiration pour Napoléon, ou tout simplement par la volonté de sortir de la pauvreté, voire par goût de l'aventure. D'autres étaient au contraire des conscrits appelés sous les drapeaux par tirage au sort. Ils devaient s'acclimater au plus vite à l'environnement très rude où ils étaient contraints de servir. La plupart intégraient des régiments d'infanterie qui foulèrent tout le continent, des côtes de l'Atlantique aux plaines enneigées de la Russie. Napoléon a hérité des guerres révolutionnaires de soldats aguerris avec un système de conscription lui permettant de combler rapidement les rangs dans les régiments épurés sur les champs de bataille. La conscription oblige tout citoyen de 20 à 25 ans à faire un service militaire pour une durée indéterminée. Autrement dit, tout jeune homme entrant dans cette fourchette d'âge peut être appelé pour intégrer les rangs de l'armée impériale. Cette perspective est loin d'enchanter la majorité des conscrits. Le plus souvent, la fin du service ne se justifie que quand le soldat est mutilé ou mort. Lorsqu'une levée est décidée, le préfet du département est informé du nombre d'hommes à fournir et chaque sous-préfet organise la levée. On organise alors une revue des conscrits pour vérifier les éventuelles inaptitudes liées à la taille ou à un handicap. On note également les exemptés, fils de veuves, aînés d'orphelins. Puis on effectue un tirage au sort. Quand les familles sont suffisamment riches, elles peuvent parfois payer un remplaçant qui va échanger son bon numéro contre celui de leur fils. Dans tel cas, évidemment, tout se fait moyennant finance et la famille paye en plus une somme pour l'équipement. Si cette conscription passe assez bien dans les régions du Nord-Est, plus directement menacées par les invasions, il n'en est pas de même dans des régions comme le Massif central. Là, les réfractaires sont nombreux. Ils se cachent dans les fermes, dans les granges, le plus souvent avec le soutien de la population locale. On va jusqu'à organiser des colonnes mobiles pour les traquer. Les conscrits sont ensuite théoriquement envoyés pour y recevoir une instruction militaire de base précédant leur incorporation dans un bataillon de combat. Mais cela prend du temps. Pour combler plus rapidement ces bataillons de guerre en soldats formés, Napoléon pioche parfois directement dans les compagnies de réserve départementales. Ces compagnies, de l'ordre d'une par département, sauf la Seine qui en a deux et la Corse qui en a pas, sont composées de conscrits qui font un service actif mais local. Garde de bâtiments publics, escorte de réfractaires ou de prisonniers. Elles sont composées d'hommes formés et rompus à la vie militaire et à l'exercice. Des hommes qui peuvent être rapidement utilisés au combat. À charge pour les compagnies de réserve de reformer elles-mêmes de nouveaux soldats jusqu'à la prochaine levée. Au XIXe siècle, l'Angleterre est une grande puissance économique et politique qui s'oppose au projet d'expansion de la France. En 1803, Napoléon décide d'organiser un grand camp militaire pour envahir l'Angleterre. C'est une entreprise phénoménale. Il choisit le port de Boulogne sur la Manche pour y installer le camp qui doit accueillir 150 000 à 200 000 soldats. C'est d'ailleurs à partir de la constitution du camp de Boulogne que Napoléon appelle son armée la Grande Armée. D'importants travaux sont entrepris pour creuser des bassins destinés aux navires et construire des baraquements pour loger les soldats et de nouvelles routes pour circuler.
Les régiments s'entraînent à embarquer et débarquer au bon ordre et le plus rapidement possible. Le 16 août 1804, Napoléon est au camp de Boulogne pour une remise collective de la Légion d'honneur qui vient juste d'être créée. Plus de 100 000 hommes assistent à une cérémonie qui va durer plus de 7 heures. Napoléon abandonne le projet de conquête de l'Angleterre en août 1805, car l'Autriche est en train de s'allier avec la Russie pour entrer en guerre. Napoléon dispose de l'armée de Boulogne, prête à combattre. Les soldats qui se montrent particulièrement courageux sont récompensés par une arme d'honneur jusqu'en 1802. Ce peut être un sabre, une carabine, un fusil ou encore une baguette pour les tambours. L'arme est garnie d'argent et porte gravé le nom du militaire récompensé et celui de l'action pour lequel il reçoit cette récompense. Puis Napoléon crée la Légion d'honneur. Cette décoration, constituée d'une étoile à 5 branches, double, avec le profil de Napoléon au centre, est attribuée aux militaires qui ont fait acte de bravoure. L'armée napoléonienne est constituée de 3 armes, l'artillerie, l'infanterie, la cavalerie. 2 services indispensables accompagnent les troupes en campagne, le génie et le service de santé. L'artillerie est l'art de gérer les canons. Un régiment d'infanterie comprend des grenadiers, des fusiliers, des cuirassiers et des chasseurs qui se battent à pied et utilisent des fusils. Dans la cavalerie, les dragons, les cuirassiers, les carabiniers, les lanciers, les chasseurs, les hussards sont tous à cheval et utilisent des lances, des sabres ou des épées en plus des pistolets. Le génie rassemble des hommes qui sont chargés de construire des ponts pour aider les troupes à passer fleuves et rivières, ou des fortifications pour protéger une position ou assiéger une ville. Le service de santé réunit les chirurgiens et les médecins qui soignent les blessés et les malades. Les soldats sont recrutés par conscription. Tous jeunes entre 20 et 25 ans doivent se tenir prêts à partir en guerre et sont tirés au sort. Pour être recruté, un homme doit être de bonne santé et sans handicap. Les régiments réunissent des jeunes hommes sans expérience et des vieux soldats qui ont fait plusieurs campagnes militaires. Les soldats apprennent en quelques jours seulement à marcher au pas, à obéir aux ordres, à utiliser leurs armes et à prendre soin de leur matériel. L'avancement se décide en fonction de l'expérience. Il faut 4 ans de service entre chaque grade pour devenir capitaine. Et parfois, après un fait d'armes ou un acte héroïque. La garde impériale est un corps d'élite réunissant les meilleurs soldats. Ils sont chargés de la protection de Napoléon sur les champs de bataille, mais aussi lors de déplacements. Pour entrer dans la garde impériale, le soldat doit mesurer au moins 1,73 m et avoir déjà servi dans un autre corps pendant 10 ans. Il est obligatoire de savoir lire et écrire, ce qui n'est pas le cas de tous les soldats napoléoniens. L'uniforme du soldat pour les campagnes militaires est constitué principalement d'une culotte ou d'un pantalon, d'une chemise et d'une veste ou un habit veste garni d'épaulettes. Les soldats à pied portent aussi des guêtres blanches, noires ou grises qui protègent les bas de leurs jambes. Une capote ou un manteau est bien utile pour se protéger du froid et s'y enrouler pour dormir. Les vêtements sont faits en drap de laine, chaud mais très perméable à la pluie. Les cuirassiers portent une cuirasse en fer maintenue par des liens en cuir qui les protègent des coups des ennemis. Le couvre-chef distingue les régiments des uns des autres. On reconnaît bien le casque en fer ou en cuivre des dragons avec une crinière. Les soldats d'infanterie portent plus simplement un chapeau orné d'une cocarde aux couleurs nationales bleu, blanc, rouge. Outre les armes et tout ce qui leur sert à l'utilisation, poudre, cartouches, baïonnettes et à leur entretien, l'un des éléments indispensables de l'équipement du soldat sont des chaussures ou des bottes. La marche sont longues pour aller d'une ville à l'autre, d'un champ de bataille à l'autre. Un des éléments de victoire est de surprendre l'adversaire en se déplaçant plus rapidement que lui. Quoi que ce soit pour l'uniforme ou les chaussures, l'équipement de l'armée est une grande charge pour le budget de l'État, et les soldats ne sont pas toujours bien équipés. Alors on n'hésite pas à prendre les chaussures des morts sur les champs de bataille. Chaque soldat porte un sac à dos pesant jusqu'à 30 kilos avec ses habits, une couverture, de la nourriture, pain, viande, vin et eau de vie, son tabac. Les repas sont servis 2 fois par jour. Les soldats chassent du gibier ou réquisitionnent auprès des paysans de quoi se nourrir, légumes, viande, œufs, farine, etc. Le soir, au coin du feu ou lors des journées sans combat, certains jouent d'un instrument de musique et chantent. D'autres, sachant lire et écrire, racontent leurs souvenirs dans un petit carnet ou écrivent les lettres de leurs camarades pour leur famille. D'autres encore préfèrent sculpter de petits objets en bois, parfois une petite statuette de Napoléon. Lors des campagnes militaires, les soldats dorment le plus souvent à la belle étoile ou sous un abri fait avec des branchages.
Parfois dans la grange d'une ferme, les officiers dorment sous une tente ou chez l'habitant. Avant la bataille, un discours de Napoléon est parfois lu aux soldats, puis les généraux et leurs aides de camp répartissent leurs régiments sur le terrain suivant les ordres de l'empereur. Pendant les combats, les ordres sont aussi transmis par les musiciens, tambours et trompettes. Assez injustement, les soldats les appellent loin des balles, bien qu'ils risquent leur vie comme la plupart des militaires. Suivant le terrain et l'organisation de l'ennemi, les différentes armes interviennent à des moments et des lieux différents. L'artillerie entre en jeu là où l'ennemi paraît faible et envoie des boulets de 7 à 12 kilos. L'infanterie est chargée de tirer sans cesse et pour cela mobilise beaucoup de soldats. Ils sont organisés sur 3 rangs, les uns derrière les autres, et chaque rang intervient chacun à son tour, car il faut plus d'1 minute pour charger un fusil et tirer. Enfin, la cavalerie charge pour déséquilibrer les soldats ennemis. Avec la fumée des canons, les soldats ne voient souvent rien de plus que le dos du soldat devant eux. Les blessés sont ramassés par des ambulances volantes, un système de véhicules légers qui se déplacent facilement, que le grand chirurgien Larrey a organisé. Les soins sont effectués le plus rapidement possible, mais ils sont rudimentaires. Ils consistent le plus souvent à l'amputation, alors que l'anesthésie générale n'est pas encore pratiquée. Il faudra attendre la guerre de Crimée sous Napoléon III pour la voir arriver. De nombreux blessés meurent des suites de leurs blessures, car les progrès de la médecine ne sont pas assez avancés pour éviter les infections. Sur l'ensemble des campagnes napoléoniennes de 1799 à 1815, on estime les pertes humaines à 900 000 soldats. Comme on l'a vu, au cours de ces campagnes, Napoléon Ier pourra compter sur une armée comptant près de 700 000 soldats. La Grande Armée réunit des régiments français, mais également étrangers, comme les Polonais, Hollandais, Italiens, Espagnols, Suisses, Autrichiens, pour la plus grande gloire de l'empereur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.